Donc, comme je vous ai promis l'autre fois, donc on a un nouveau exercice à résoudre, c'est une fonction logarithme népérien, où vous allez trouver sous la vidéo le lien de téléchargement de fichiers qui porte le sujet. Donc, on va commencer. Donc, premièrement, soit g de x, la fonction définie sur l'intervalle fermé de 0 plus l'infini par g de x est égal x au carré plus 1 moins 2x carré ln de x pour x strictement positif et g de 0 égale 1. Première question, donc petit a, vérifier que g est continu à droite en 0. Petit b, vérifier que g est dérivable à droite en 0 et que g' de 0 égale 0. Et petit c, montrer que la limite en plus l'infini de g de x est égale à moins l'infini et que la limite en plus l'infini de g de x sur x c'est égal à moins l'infini. Interpréter graphiquement le résultat. Voilà. Donc on va essayer de répondre à ces trois premières questions. D'accord? Donc g de x c'est égal, on a dit x au carré plus 1 moins 2x carré ln de x pour x strictement positif et g de 0 c'est égal à 0. D'accord? Donc, première question était continuité à droite de g en 0. Donc ça c'est une question très classique. Donc, comment répondre à cette question? Donc on va calculer la limite en 0 plus de g, lorsque x tend vers 0 plus de g de x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré plus 1 moins 2 x au carré ln de x. D'accord? Ah, excusez-moi, g de 0 c'est égal à 1. Donc, en faisant un petit calcul simple, on a celle-là, sa limite vaut 0. X carré ln de x, c'est une limite usuelle qui vaut aussi 0. Donc, la limite vaut 1, qui est égale aussi à g de 0. Par conséquent, on peut dire que g est continu à droite en 0. Voilà, ça c'était la première question. Petit a. Petit b. Étude de la dérivabilité de g à droite en 0. Bon. Dans certains sujets ou bien dans certains exercices, vous peut vous demander directement la deuxième question. Étudier la dérivabilité de g à droite en 0. Donc, sous-entendu, avant d'étudier la dérivabilité, il faut vérifier qu'elle est déjà continue. Parce que dire qu'une fonction est continue, on a un point x0, c'est que, primo, elle doit être continue, puis vérifier si elle est dérivable ou pas. Donc, on va calculer la limite en 0 plus, comme vous le saviez tous, de g de x moins g de 0 sur x moins 0, qui est la limite en 0 plus de x au carré plus 1 moins 2x au carré ln de x moins 1 le tout sur x. Je simplifie ici par 1 et moins 1. Et on peut simplifier par x, ça nous donne la limite en 0 plus x au carré sur x est égal à x, moins 2x carré ln de x sur x c'est 2x ln de x. Donc, x ln de x, la limite en 0, c'est une limite usuelle, ça vaut 0. Et celle-là aussi 0. Donc, le tout est égal à 0. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, g est dérivable à droite en 0 et g' droite de 0 égale, voilà, c'est égal à 0.
D'accord. Passons à la troisième question. Petit C, c'est moi. Donc, il nous demande de calculer la limite en plus l'infini de g de x. La limite en plus l'infini de g de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de x au carré plus 1 moins 2 x au carré ln de x. Si on fait un calcul normal, vous regardez bien que x carré plus 1, sa limite en plus l'infini, ça vaut plus l'infini. X au carré ln de x, x au carré plus l'infini, ln de x plus l'infini, avec le signe moins ici. Donc plus l'infini moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée. Bien sûr, on n'écrit pas sur nos copies forme indéterminée. D'accord? Donc cela suscite à mettre x carré en facteur. Inutile de faire intervenir le 1, c'est pas très important. C'est x carré facteur de 1 moins 2 ln de x et plus 1 aussi. D'accord? Donc, comme on a dit, ln de x en plus l'infini, ça à la limite vaut plus l'infini. X carré plus l'infini. Tout ce qui est entre parenthèses, ça tend vers moins l'infini. D'accord? À cause de ce signe moins là. Le produit plus l'infini, moins l'infini, bien sûr, c'est pas une forme indéterminée, c'est égal à moins l'infini. Plus 1, c'est moins l'infini. Et maintenant, on va calculer la limite en plus l'infini de g de x sur x. Bien évidemment, c'est une forme indéterminée, moins l'infini sur plus l'infini, donc on doit simplifier. D'accord? L'expression, on va la simplifier avant de faire le calcul. Bien sûr, c'est égal à la limite en plus l'infini, x au carré sur x, c'est égal à x, moins plus 1 sur x, moins 2x carré ln de x sur x, ça devient 2x ln de x. Et maintenant, on peut mettre x en facteur, sans faire intervenir le 1 sur x, ça n'a pas une très grande importance. Donc 1 sur x plus x facteur de 1 moins 2 ln de x. Voilà, faisons l'analyse de cette limite-là. 1 sur l'infini, si vous voulez, c'est égal à 0. 1 sur x tend vers 0 en plus l'infini. ln de x en plus l'infini avec le signe moins l'infini. Donc tout ce qui est entre parenthèses, ça tend vers moins l'infini. Et x, celle-là, elle tend vers plus l'infini. Comme on a dit tout à l'heure, plus l'infini fois moins l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée. Donc ça devient 0 plus moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Vous savez tous l'interprétation graphique de la limite en plus l'infini de g de x sur x, c'est l'étude de ce qu'on appelle les branches infinies. Et puisque la limite de g de x sur x en plus l'infini c'est égal à moins l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On peut dire que la courbe de g admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OJ. Bien sûr, si c'était 0, ça va être une branche parabolique de direction OX. Et voilà pour la première partie. Donc, on a répondu à la première question, c'est-à-dire la continuité et l'intégrabilité de la fonction g à droite en 0, le nombre dérivé à droite en 0, les deux limites en plus l'infini de g de x et de g de x sur x. La deuxième question, donc deuxièmement, elle est répartie en 4 questions, montrer que g est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini et que g' de x est égal à moins 4x ln de x. On va dresser le tableau de variation de g. On va montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 1, 2 vers 1, 2. On va donner un encadrement de cette valeur de alpha à 10 moins 1 près. On va établir le signe de la fonction g. Et puis, en troisième question, on va tracer la courbe de g.
Donc, on va commencer par prouver que la fonction g est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, sur l'ouvert 0 plus l'infini, g de x est égal à x au carré plus 1 moins 2x carré ln de x. Vous voyez que la fonction g est composée de deux parties. Une partie polynomiale, c'est-à-dire x carré plus 1, et l'autre partie, là où on fait intervenir la fonction ln. Et vous saviez très bien que la fonction qui a x, on lui associe ln de x, elle est dérivable, par définition, elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, cela veut dire que la fonction qui a x, on lui associe 2x carré ln de x est aussi dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si vous avez deux fonctions, l'une dérivable par exemple, comme ici 2x carré, elle est dérivable sur R, et ln de x qui est dérivable sur 0 plus l'infini, et bien le produit, la somme, la différence est dérivable sur l'intersection de deux ensembles, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et par conséquent, on peut dire que la fonction qui a x, on lui associe g de x, car est aussi dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va calculer g' de x. G' de x, c'est égal. On va commencer petit à petit. X au carré, sa dérivée, c'est 2x. Le 1, sa dérivée vaut 0. Moins 2 fois. Et bien, x carré ln de x, on va faire la dérivée comme si on va faire la dérivée d'un produit. Je vous fais un petit rappel. Si vous avez un produit u fois v, ça c'est sur un bouillon, d'accord? La dérivée de u fois v, c'est égal à u' fois v, plus v' fois u. Dans notre exemple, on va prendre u, c'est égal à x au carré, et v, c'est égal à ln de x. Par conséquent, u' c'est égal à 2x, et v' c'est égal à 1 sur x. Et on applique la formule. Donc, moins 2 facteur de, on a dit u' fois v, c'est-à-dire 2x ln de x. Plus u fois v', c'est-à-dire x au carré fois 1 sur x, qui n'est autre que x. Et par conséquent, g' de x, c'est égal à 2x moins 2 fois 2x, 4x ln de x. On a dit que x carré fois 1 sur x est égal à x multiplié par 2, c'est moins 2x. En simplifiant par le 2x, on obtient g' de x, c'est égal à moins 4x ln de x, bien évidemment pour x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante, c'est-à-dire dresser le tableau de variation de g. J'aimerais bien faire un petit récap sur cette fonction-là, à savoir. Donc, l'ensemble de définition de g, c'est le fermé 0 plus l'infini. G de 0, c'est égal à 0, et la limite en plus l'infini de g de x, c'est égal à moins l'infini. La fonction g, notre fonction g, elle est continue sur l'ouvert 0 plus l'infini. En plus, elle est continue en 0. Donc, g est continue, continue, et aussi dérivable sur le fermé 0 plus l'infini. Pourquoi fermé? Déjà, on a la fonction g, elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. On a prouvé auparavant que la fonction g est dérivable à droite en 0. Donc, on a le droit de dire qu'elle est dérivable sur le fermé. Même chose pour la continuité. Donc, pour tout x strictement positif, on a g' de x
c'est égal à moins 4x ln de x. D'accord? Donc, le tableau de variation de G va dépendre, ou bien le tableau de signe de G' va dépendre du signe de ln de x. Bien évidemment, on n'oublie pas qu'on a multiplié ln de x par moins 4x, d'accord, qui est une quantité négative lorsque x est positif, si on travaille toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini. N'oublions pas aussi que la fonction de G est dérivable en 0, et le nombre dérivé en 0, ça vaut 0. D'accord? Vous savez tous que, je fais un petit rappel sur le signe de log de x, ça c'est un petit rappel du cours. La fonction log de x, bien évidemment, elle n'est pas définie en 0, elle s'annule en 1, elle est négative sur l'intervalle 0, 1, et elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et par conséquent, le tableau de variation de la fonction g, le tableau de signe bien sûr de g, voilà, donc x, g', g, l'ensemble de définition c'est 0 plus l'infini, fermé bien sûr, c'est pas ouvert, donc il n'y a pas de barre en 0. Le nombre dérivé de 0 c'est égal à 0, donc c'est dérivable et le nombre dérivé s'annule en 0. Le nombre dérivé en 0 ça vaut 0. Ln g' de x, le pour x est strictement positif, g' de x s'annule lorsque ln de x égale 0, c'est-à-dire que x égale 1. Le signe sur l'intervalle 0, 1, ln de x est négatif et moins 4x est négatif aussi, donc le produit va être positif et l'autre bien sûr ça va être négatif. Donc la fonction g est une fonction croissante sur l'intervalle 0, 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'image de 0, on a dit, c'est égal à 1. G de 1, vous calculez G de 1. 1 au carré, 1 plus 1, ça vaut 2. Moins 2 fois 1 au carré, ln de 1, vous savez que ln de 1 égale 0, donc G de 1 est égal à 2. La limite en plus l'infini, on a déjà calculé, c'est égal à moins l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction g. Maintenant, on va parler de l'équation g de x égale 0. Regardez très bien les variations de la fonction g. Sur l'intervalle 0,1, la fonction g est continue et strictement croissante. Et l'image de l'intervalle 0,1, c'est l'intervalle 1,2. 0 n'appartient pas à l'intervalle 1,2. Par conséquent, il n'y a aucun réel dans l'intervalle 0,1 fermé, tel que son image vaut 0. Par contre, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g elle est continue et strictement décroissante. L'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est cet intervalle-là, c'est égal à l'intervalle moins l'infini 2. Bien évidemment, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Par conséquent, il existe un réel unique alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Par conséquent, on peut dire que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle 1 plus l'infini, par conséquent dans l'intervalle 0 plus l'infini. Car ce que je viens de dire, on va l'écrire tout à l'heure. Et on doit vérifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Vous voyez bien que l'image de 1 c'est égal à 2, c'est un réel positif. Donc g de 1 est positif. En principe, si le alpha appartient vraiment à l'intervalle 1, 2, on va voir l'image de 2, c'est un réel qui doit être au-dessous de 0, c'est-à-dire négatif. Et par le biais du théorème des valeurs intermédiaires, étant donné qu'on a une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, tel que l'image de A et l'image de B sont de signes contraires, G de A fois G de B est négative, alors l'équation G de x égale 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle AB, qui n'est autre que l'intervalle 1, 2. Donc, comme on a dit, la fonction g sur l'intervalle 1, 2, elle est continue et strictement croissante. L'image de l'intervalle 0, sur l'intervalle, je m'excuse, sur l'intervalle 0,1, la fonction g elle est continue et strictement croissante. L'image de l'intervalle 0,1, c'est l'intervalle 1, 2. Même si ce n'est pas demandé, si vous voulez, j'ai voulu ajouter cette petite question pour peaufiner un petit peu votre rédaction.
D'accord? Donc la fonction g elle est continue, l'image de l'intervalle 0,1 c'est l'intervalle 1, 2. Et puisque 0 n'appartient pas à l'intervalle 1, 2, alors l'équation g de x égale 0 ne peut pas avoir de solution, n'admet pas de solution dans l'intervalle 0,1. Il n'y a aucun réel dans l'intervalle 0,1 dont l'image vaut 0. D'accord? Maintenant, passons à l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction g elle est continue et strictement décroissante. Bien évidemment, la question tourne autour de l'intervalle, non pas 1 plus l'infini, mais l'intervalle 1, 2. Étant donné qu'elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, il en est de même sur l'intervalle 1, 2. Donc, G est continue strictement décroissante, donc G elle est aussi, c'est-à-dire elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. L'image de 1 c'est égal à 2, l'image de 2 c'est égal à 5 moins 8 ln de 2, une valeur approchée par la calculatrice c'est égal à moins 0,5, donc c'est négatif. Donc on a dit que l'image de 2 c'est un réel négatif, d'accord. Par conséquent, 0 appartient à l'intervalle G de 1, G de 2, ou bien G de 2, G de 1 si vous voulez, car étant donné que 0 appartient à cet intervalle-là, donc 0 a bien l'antécédent unique, étant donné que la fonction est monotone sur l'intervalle 1, 2. Alors l'équation G de x égale 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'ouvert 1, 2. C'est le terrain des valeurs intermédiaires. Maintenant, on veut déterminer une valeur approchée de alpha à 10 moins 1 près. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le principe de dichotomie ou bien on utilise la calculatrice. Vous allez trouver tout à l'heure une petite vidéo qui vous montre comment vous utilisez une calculatrice pour déterminer une valeur approchée de alpha. Sinon, le principe de dichotomie suscite à prendre des valeurs, la moitié de l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire l'image de l'intervalle de 1,5 par la fonction g, voire son signe. Si c'est positif, alors cette valeur-là, elle est inférieure à alpha. Si c'est négatif, donc cette valeur-là va être supérieure à alpha. Donc j'ai pris les images, d'accord. Par exemple, on va calculer g de 1,5 par la calculatrice, c'est aux environs 1,42 qui est positif. Par conséquent, étant donné que 1,5 son image est positive, ça veut dire que 1,5 est inférieur à alpha, donc ça veut dire que alpha est comprise entre 1,5 et 2. Maintenant, on va prendre une valeur entre 1,5 et 2, par exemple l'image de 1,7. Donc c'est aux environs 0,82 qui est encore positif. Par conséquent, on est toujours inférieur à alpha. Alpha est inférieur à 2 et supérieur à 1,7. On va calculer l'image de 1,9 qui est, voilà, ça c'est négatif, moins 0,02. Donc cela veut dire quoi? Ça c'est négatif. Par conséquent, on peut dire que 1,9 est supérieur à alpha, étant donné que alpha son image vaut 0. Donc le alpha est entre 1,9 et 1,7. Donc la dernière valeur, c'est l'image de 1,8 qui est aux environs 0,43, qui est positif aussi. Par conséquent, le alpha est encadré entre 1,8 et 1,9. Et ça, c'est un encadrement de alpha à 10 moins 1 près. Pourquoi 10 moins 1 près? Parce que la différence entre le majorant et le minorant, ça vaut 10 moins 1, ça vaut 0,01. Donc, comment utiliser la calculatrice Casio pour déterminer une valeur approchée de alpha à 10 moins 1 près? D'accord. On part sur le bouton mode, on choisit dans le menu set, c'est-à-dire table. Vous voyez apparaître f de x égale, on va écrire l'expression de g, x carré plus 1 moins 2x carré ln de x. Donc x, comment l'écrire? Vous voyez ici c'est alpha, d'accord. Ici il y a au-dessus de la parenthèse x en rouge, x, voilà, ça c'est x au carré, plus 1, moins 2, comme d'habitude, x au carré, ln de x, et on ferme la parenthèse. On appuie sur le bouton égal, donc g de x, c'est pas important pour nous.
encore sur égal. Vous voyez start, c'est le début. Donc on sait que alpha appartient à l'intervalle 1, 2, donc on va choisir la valeur 1 au début. And, donc l'autre borne de l'intervalle c'est 2, donc on appuie sur 2, égal aussi. Step c'est le pas, étant donné qu'on cherche une valeur approchée à 10-1 près, donc 10-1 ça veut dire 0,1, c'est le pas. Et on appuie sur égal. Vous voyez apparaître ici x et f de x. Si vous allez trouver toutes les valeurs de x comprises entre 1 et 2 à 0,1 près, c'est-à-dire 1, 1,1, 1,2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la valeur de, vous voyez, on se déplace avec la flèche. Ici, à droite, les images par la fonction g. Vous voyez que 2a pour image moins 0,5 c'est négatif, 1,9 encore négatif, 1,8 c'est 0,43 c'est positif. Étant donné qu'on cherche une valeur approchée de alpha à 10-1 près, l'image de alpha vaut 0, l'image de 1,8 est positive, l'image de 1,9 est négative, par conséquent alpha appartient à l'intervalle 1,8, 1,9. Tableau de signe de la fonction g, d'accord? Si x appartient à l'intervalle 0, 1, g de x appartient à 1, 2, donc là c'est positif. Si x appartient à l'intervalle 1, alpha, donc g de x appartient à l'intervalle 2, 0, donc c'est encore positif. Donc sur l'intervalle 0, alpha, la fonction g, c'est toujours positif. Si je prends x supérieur à alpha, on va avoir g de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, donc c'est négatif. Et c'est de cette manière-là qu'on établit le tableau de signe de g. D'accord? Un tableau aussi banal que ça. Dans x, g, 0 plus l'infini. La fonction g s'annule une seule fois en alpha. Si x est inférieur à alpha, g de x est positif, sinon c'est négatif. Et voilà. D'accord? Maintenant, on va passer au traçage de la fonction g. Et pour tracer la fonction g, il faut toujours avoir un œil sur le tableau de variation de la fonction g. Ça, c'est primo. Secondo, toutes les interprétations graphiques qu'on a déjà faites. C'est-à-dire, en 0, l'image de 0, ça vaut 1, ça veut dire, et le nombre dérivé en 0, ça vaut 0, ça veut dire que la fonction g, au point 0,1, admet une demi-tangente horizontale. D'accord? L'image de 1 c'est égal à 2 et j' de 1 égale 0, ça veut dire qu'au point 1, 2, la fonction g admet aussi une tangente horizontale. D'accord? Ça c'est le maximum de la fonction g sur 0 plus l'infini, c'est la valeur 2. D'accord? La courbe de g rencontre l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha, vu que g de alpha égale 0. Et alpha c'est aux alentours de 1,9 ou bien 1,8. D'accord? La limite en plus l'infini de g de x sur x, on a trouvé tout à l'heure que c'est égal à moins l'infini. Donc, on n'oublie pas que la courbe de g admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. Donc, on va essayer de représenter la courbe de g ici, rapidement. C'est pas très compliqué. D'accord? Choisissez une unité. Donc, O, I, J. Donc, on a dit tout à l'heure que au point 0,1, la fonction g admet une demi-tangente horizontale. Et pourquoi demi-tangente horizontale? Parce que la fonction n'est définie que à droite de 0. D'accord? L'image de 1 est égale à 2. Donc l'image de 1 égale 2. Et en ce point-là, la fonction g admet une tangente horizontale aussi, puisque le nombre dérivé s'annule. D'accord? La courbe rencontre l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha, qui est 1,8 ou bien 1,9. C'est entre les deux valeurs là. On va dire ça, c'est alpha. D'accord? Et n'oubliez pas que la courbe de G admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. Et on va construire la courbe. Essayez de le faire soigneusement. N'oubliez pas que ça, c'est une aptitude et qui est aussi notée. D'accord, excusez-moi.
c'est un peu arrondi, c'est pas pointu. Vous savez très bien que avoir un point pointu, un point anguleux, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable, ce qui est contraire au résultat déjà fait. D'accord? Essayez de vous entraîner à construire des courbes. D'accord. Et ça, c'est la courbe de la fonction g qu'on a déjà étudiée. Donc on passe à la question suivante, c'est-à-dire soit f de x est égal à ln de x sur x au carré plus 1 pour x strictement positif. Donc il nous pose la question de justifier que f est dérivable sur le vers 0 plus l'infini, que f' de x égale g de x sur x facteur de x au carré plus 1, de dresser le tableau de variation de f, de vérifier que f de alpha égale 1 sur 2 alpha, puis de tracer la courbe de f. D'accord. Donc on va commencer par petit a, de justifier que f est dérivable sur le vers 0 plus l'infini, puis de calculer la fonction dérivée de f. Vous saviez tous que la fonction qui a x, on lui associe ln de x, est une fonction dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Vous savez très bien que la fonction 1 sur 1 plus x carré, c'est une fonction, a priori, elle est dérivable sur tout r, étant donné que 1 plus x carré est différent de 0 pour tout x appartenant à r. Mais on a besoin de cette expression uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par conséquent, le produit log de x fois 1 sur 1 plus x carré, qui n'est autre que f, est aussi dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. D'accord? Ok. Et maintenant, on va calculer f' de x. f' de x, voyons l'expression de f, elle est écrite sous la forme u sur v. D'accord? Je vais vous rappeler la dérivée de u sur v. Si on a une fonction qui est écrite sous la forme u sur v, donc sa fonction dérivée va être u' fois v moins v' fois u sur v au carré, avec u, c'est ln de x, v, c'est x au carré plus 1, on fait ça parfois sur le brouillon pour ne pas se tromper. U' de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et v' de x, la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. Et voilà. Donc f' de x égale u' fois v, c'est-à-dire 1 sur x facteur de x au carré plus 1, moins v' fois u 2x fois ln de x, le tout divisé par x au carré plus 1, le tout au carré. Si on multiplie par x, le numérateur et le dénominateur, x fois 1 sur x c'est égal à 1, donc ça nous reste x carré plus 1, moins 2x fois x, ça devient 2x carré ln de x, le tout divisé par x facteur de x au carré plus 1, le tout au carré. On a le droit de multiplier par x, étant donné que x est strictement positif, c'est-à-dire différent de 0. Et comme vous voyez bien, x carré plus 1 moins 2x carré ln de x n'est autre que notre fonction g. Donc c'est égal à g de x sur x facteur de x au carré plus 1, le tout au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Petit b, il nous demande de dresser le tableau de variation de f. Car, donc, petit b, vous saviez très bien que l'ensemble de définition de f est égal à 0 plus l'infini. Maintenant, au deuxième point, on va déterminer les limites bornes de l'ensemble de définition, à savoir en 0 plus et en plus l'infini. La limite en 0 plus de f de x, c'est la limite en 0 plus de ln de x sur x au carré plus 1. Vous savez que ln de x, sa limite en 0 plus, c'est égal à moins l'infini, c'est une forme usuelle. X carré plus 1 en 0 plus, ça vaut 1. D'accord? Moins l'infini sur 1, c'est égal à moins l'infini.
la limite en plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de ln de x sur x au carré plus 1. D'accord? Donc la limite de ln de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, x carré plus 1, aussi plus l'infini. Vous savez tous que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc tout simplement, il suffit de diviser par x le numérateur et le dénominateur. Ln de x sur x divisé par x carré plus 1 sur x. Ln de x sur x, c'est une forme usuelle. Sa limite en plus l'infini, ça vaut 0. X carré plus 1, c'est une fonction rationnelle. On calcule la limite du monome de plus haut degré en haut et en bas. X carré sur x, ça vaut x. Et x en plus l'infini, c'est plus l'infini. 0 sur l'infini, c'est égal à 0. Donc la limite en plus l'infini de f de x est égale à 0. Notre fonction f, elle est continue et dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. F' de x n'est autre que g de x sur x au carré plus 1, le tout au carré, fois x. Donc le signe de f' de x, ça va être celui de g, étant donné que x carré plus 1 au carré, c'est un carré, donc c'est positif, et x aussi est positif, puisqu'on travaille sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et par conséquent, le tableau de variation de la fonction f est le suivant. D'accord? Donc, déjà on a établi le tableau de signes auparavant de la fonction g. Donc ça c'est f'. La fonction f est définie sur l'ouvert 0 plus l'infini. Ouvert, donc de bas, 0. La fonction g, à part 0, elle s'annule en alpha. Car son signe c'est plus puis moins. Donc la fonction f elle est croissante sur l'intervalle 0 alpha, décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. La limite en 0 plus c'est égal à moins l'infini, donc moins l'infini aussi. La limite en plus l'infini ça vaut 0, donc ça c'est 0. Car et ça c'est f de alpha. Voilà. Et ça c'est le tableau de variation de la fonction f. On va juste essayer de déterminer l'image de alpha, de prouver que l'image de alpha est égale à 1 sur 2 alpha. Donc, en principe, f de alpha, c'est égal à quoi? F de alpha, ben, tout simplement, on remplace dans l'expression de f x par alpha, c'est-à-dire c'est égal à ln de alpha divisé par alpha au carré plus 1. Car, mais vous voyez, dans l'expression qu'il nous a présentée, il nous demande de prouver que f de alpha est égal à 1 sur 2 alpha. Donc, il faut faire disparaître le terme log de alpha. Pour cela, on se pose la question, quelle est l'origine de alpha? D'où est-ce qu'on a tiré cette valeur-là? Et on sait très bien que f de alpha, plutôt, excusez-moi, g de alpha, c'est égal à 0. Cela signifie quoi? Cela signifie que alpha carré plus 1 moins 2 alpha carré ln de alpha, c'est égal à 0. De cette expression-là, on peut déterminer log de alpha. Donc ça veut dire que ln de alpha, c'est égal à alpha carré plus 1 divisé par 2 alpha carré. Et bien tout simplement, on revient à cette expression et on va remplacer ln de alpha par alpha carré plus 1 sur 2 alpha carré. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Plutôt f de alpha, c'est égal à alpha carré plus 1 sur 2 alpha carré divisé par alpha carré plus 1. Et en simplifiant par alpha carré plus 1, on obtient 1 sur 2 alpha au carré. Et voilà, c'est ce qu'il cherchait. Bon,
comme on a dit, pour construire la courbe de f, on a besoin du tableau de variation de f pour avoir un œil sur le tableau de variation, les interprétations possibles. Vous voyez que la limite en 0 plus de f de x égale moins l'infini, ça veut dire que x égale 0 est une asymptote verticale à c de f. La limite en plus l'infini de f de x égale 0, ça veut dire que y égale 0 est une asymptote horizontale à cf au voisinage de plus l'infini. Et plus au point alpha f de alpha, f présente la courbe de f admet une tangente horizontale. F de f, c'est f de alpha, c'est le maximum de f sur 0 plus l'infini. Alpha, c'est aux alentours de 1,8. F de alpha qui est égal à 1 sur 2 alpha carré, c'est aux alentours de 0,2. On va le rapprocher par xc. Et comme ça, on peut construire la courbe. C'est-à-dire, on commence toujours par les asymptotes et les tangentes. Donc, les asymptotes, on a l'axe des y, la droite x égale 0, c'est une asymptote verticale. L'axe des x, la droite y égale 0, c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. D'accord. Alpha qui vaut 1,8. 1,8, voilà, ça c'est alpha. L'image de alpha, c'est très minuscule, donc il faut prendre une unité adéquate. Ça c'est f de alpha, c'est à peu près 0,2. D'accord. Et voilà. Vous savez très bien que f s'annule en 1. Log de x sur x carré plus 1. Si ça s'annule, ça veut dire que log de x égale 0, ça veut dire que x égale 1. Donc, on a un point là par lequel la courbe de f doit passer, c'est le point de coordonnées 1, 0. Et voilà, donc, ça c'est la phase croissante de la fonction f sur l'intervalle 0 alpha. D'accord. Puis la phase décroissante avec f qui s'approche de son asymptote très très lentement. D'accord. Et voilà, ça c'est 1. D'accord. La courbe de f représentée comme il l'a demandé. Merci. Donc, on entame maintenant la partie B, soit grand f de x, la fonction définie sur l'ouvert 0 plus l'infini, par grand f de x est égal l'intégrale de 1 à x de f de t dt. Voilà, ça c'est notre fonction grand f. Par définition, grand f, on peut dire que c'est la primitive de petit f qui s'annule en 1. Toute fonction qui s'écrit l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est ça, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Bien évidemment, ça doit obéir à certaines règles, d'accord. Regardez bien. Pour justifier que la fonction grand f est bien définie et aussi elle est dérivable, d'accord, on a la fonction qui a t, on lui associe f de t. Elle est continue, et je mets deux traits sur continu. Elle est continue sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, les bornes de l'intégrale doivent appartenir à cet intervalle-là. D'accord. Bon, dans cet exercice, voilà, dans cet exemple, je ne peux pas dire c'est l'intervalle 1x ou bien l'intervalle x1 parce que x est un réel strictement positif, mais ça peut être supérieur ou inférieur à 1. Donc, pour ne pas tomber dans le piège de l'appeler l'intervalle 1x, d'accord, on va dire l'intervalle de borne 1x. Donc, comme 1 appartient à l'intervalle l'ouvert 0 plus l'infini. Et x aussi appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. Par conséquent, notre fonction petit f est continue sur l'intervalle de bornes 1 et x pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. Et par conséquent, je peux dire que grand f est bien défini sur l'intervalle 0 plus l'infini
Et plus encore, et grand f' de x, c'est égal petit f de x, étant donné que grand f est la primitive de petit f qui s'annule en 1, comme on l'avait dit tout à l'heure. D'accord? La deuxième question, il nous demande de montrer en intégrant par partie que l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t carré dt, c'est égal à 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x. Bien sûr, ça c'est pour x strictement positif ou bien appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on va commencer. L'intégrale de 1 à x de ln de t sur t au carré dt. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En intégrant par partie, ça veut dire on pose u de t qui est égal à ln de t. Ça, c'est c'est très classique si vous voulez. D'accord? Et v' de t, c'est égal à 1 sur t au carré. Et par conséquent, d'accord, u' de t, c'est égal à 1 sur t. Et v de t, qui est la primitive de 1 sur t carré, c'est égal à moins 1 sur t. D'accord? Donc on essaie d'écrire notre intégrale comme un produit de u fois v'. Et par conséquent, l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t carré dt, c'est égal. J'applique la formule. Donc, u fois v, ça veut dire moins 1 sur t ln de t prise entre les valeurs 1 et x, moins l'intégrale de 1 à x du nouveau produit. 1 sur t fois moins 1 sur t, c'est égal à moins 1 sur t au carré dt. D'accord. Maintenant, on va remplacer par x. Ça nous donne moins 1 sur x ln de x, moins ln de x sur x, si vous voulez. En remplaçant par 1, log de 1, c'est égal à 0 fois 1, donc c'est égal à 0. Inutile de l'écrire. Moins la primitive de moins 1 sur t carré, c'est égal à 1 sur t entre 1 et x. Il faut toujours, lorsqu'on utilise la formule d'intégration par partie, il faut toujours penser à la deuxième intégrale. Car il faut avoir une idée où est-ce que ça va nous amener. Il faut penser toujours à la deuxième intégrale. Est-ce qu'on connaît sa primitive ou pas? Est-ce qu'on a une propriété quelconque concernant la deuxième intégrale? Et voilà, donc ça nous fait moins ln de x sur x moins, je remplace par x, 1 sur x moins 1 sur 1, ça vaut 1. Donc tout calcul fait, c'est égal à 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. La question suivante, la troisième question, petit a. Il nous demande de montrer que pour tout x supérieur à 1, je vais souligner x supérieur à 1. Tout à l'heure, il travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, il travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? A priori, il va considérer que la borne x dans l'intégrale, dans l'expression de grand f, la borne x est supérieure à la borne 1. D'accord? Et il nous demande de montrer que grand f de x est encadré entre ces deux expressions. Ces deux expressions, on vient juste de prouver tout à l'heure que cette expression-là n'est autre que l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t au carré. Même celle-là. La même expression. L'intégrale de 1 à x de ln de t sur t au carré dt, bien sûr. D'accord? Okay. Ce que je suis en train d'écrire en couleur, c'est ce qui doit se passer dans la tête, à quoi on doit penser exactement. Et n'oubliez pas que grand F, c'est l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t au carré plus 1 dt. Parce que souvent, on nous pose la question, d'où vient l'idée? Eh bien, tout simplement essayer de faire un raisonnement
comment dirais-je, vous partez du résultat. Parfois, ça donne, ça vous donne une idée. Et on a le terme 1,5 qui apparaît, vous voyez? D'accord? Bon, vous savez que la borne x est supérieure à la borne 1, vous savez que ces fonctions-là qu'on a écrites, elles sont continues, d'accord? Si vous voulez, lorsque x est supérieur à 1, on sait très bien que log de t est une quantité strictement positive. Imaginez qu'on a simplifié par log de x, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 sur 2t carré, 1 sur t carré plus 1 et 1 sur t carré. Donc, tout se résume là. D'accord? Donc, on doit comparer t carré plus 1, t carré et 2t au carré. D'accord? Donc, a priori, si j'arrive à prouver que 1 sur 2t carré inférieur à 1 sur t carré plus 1 inférieur à t au carré, donc le tour est joué. D'accord? Et d'où vient l'idée pour résoudre cet exercice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on a t est supérieur ou égal à 1. Si vous voulez, t appartient à l'intervalle 1x. T est comprise entre 1 et x. D'accord? Donc, ça c'est équivalent à dire que t au carré est supérieur ou égal à 1. D'accord? Et si vous voulez, ça c'est équivalent à dire, comment est-ce qu'on va faire? 2t au carré, en multipliant par 2, donc on va avoir 2t au carré, supérieur ou égal à t au carré plus 1. J'ajoute t carré à droite et à gauche. D'accord? Qui est supérieur elle aussi à t au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va? Tout est strictement positif. Ça, c'est supérieur ou égal à 1, bien sûr. En passant à l'inverse, je vais avoir 1 sur 2 t au carré, inférieur ou égal à 1 sur t au carré plus 1, inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Voilà. Maintenant, on va multiplier par le terme ln de t. Et n'oubliez pas, les inégalités, c'est un peu sensible. C'est sensible au saignement. Lorsqu'on va multiplier par une expression dans une égalité, ou bien par un terme, il faut s'assurer de son signe. Il faut s'assurer que c'est une quantité ou bien positive ou bien négative, parce qu'on va voir les signes de l'inégalité vont changer, ou bien on va les garder telles qu'elles sont. Donc, comme t est strictement supérieur ou égal à 1, par conséquent, ln de t est positif. D'accord? Donc, je vais multiplier par ln de t tous les termes. Donc, je vais avoir ln de t sur 2t au carré inférieur ou égal à ln de t sur t au carré plus 1 inférieur ou égal à ln de t sur t carré. Maintenant, on va faire passer l'intégrale. Et ça, c'est un théorème. Lorsque f de t est inférieur à g de t sur un intervalle a, b, et je dis bien intervalle a, b, ça veut dire que la borne b est supérieure à la borne a. D'accord? Avec, donc, comme on a dit, f est inférieur à g sur l'intervalle AB, donc l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure à l'intégrale de a à b de g de t dt. D'accord? Mais à condition que f et g soient continus sur l'intervalle AB. Donc la continuité, c'est quelque chose d'essentiel. D'accord? Donc je vais dire les fonctions qui à t, on leur associe ln de t sur 2t au carré. T, on lui associe aussi ln de t sur t au carré plus 1. Et la fonction qui est t, on lui associe ln de t sur t au carré, sont trois fonctions continues sur l'intervalle 1x, et j'ai le droit de parler de l'intervalle 1x étant donné que x est supérieur à 1, pour tout x supérieur ou égal à 1, ou bien strictement supérieur à 1. D'accord? Comme il l'a demandé. Donc j'ai le droit de passer à l'intégrale, d'où, qu'est-ce qu'on va avoir? L'intégrale de 1 à x de ln de t
sur 2t au carré dt. Je ne vais pas recalculer cette intégrale puisqu'on l'a déjà calculé. Il suffit de mettre un demi en facteur. 1 demi, l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t au carré plus 1 dt qui n'est autre que notre fonction grand f. Et l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t au carré dt. Cela signifie 1 demi facteur de 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x inférieur ou égal à grand f de x inférieur ou égal à 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x. Et voilà, c'est ce qu'il nous a demandé dans cette question. Bon, on veut prouver que la fonction grand F admet une limite finie en plus l'infini plutôt, et on donner un encadrement de sa limite en plus l'infini. Bon, vous saviez tous que pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, grand F prime de x, c'est égal à petit f de x, qui n'est autre que log de x sur x au carré plus 1. Donc, on peut dire que pour x strictement supérieur à 1, log de x est positif, x carré plus 1 est positif, donc grand f prime de x est positif, strictement positif même. Donc, la fonction grand f est strictement croissante sur l'ouvert 1 plus l'infini. Ça, c'est un premier résultat. Deuxième résultat, on a aussi grand f de x est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x qui est inférieur ou égal, bon, 1 sur x c'est positif, ln de x, puisque x est supérieur à 1 c'est positif, divisé par x c'est positif, donc tout ça c'est inférieur ou égal à 1. Si vous voulez, grand f est majoré par 1. Grand f est une fonction strictement croissante et aussi majorée par 1. Par conséquent, on peut dire que grand f admet une limite. Admet une limite finie en plus l'infini. En utilisant l'encadrement déjà qu'on a calculé, comme la limite de 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x en plus l'infini 1 sur x c'est égal à 0, ln de x sur x en plus l'infini c'est égal à 0, donc c'est égal à 1, d'accord? Alors, on peut dire grand f sa limite L, c'est supérieur ou égal à, ce terme-là, sa limite, c'est égal à 1, donc multiplié par 1 demi, c'est égal à 1 demi, et l'autre terme, sa limite, on vient juste de le calculer, c'est égal à 1. Voilà, donc la limite L de la fonction grand F, en plus l'infini, est un réel compris entre 1 demi et 1. Voilà. Maintenant, on arrive aux dernières questions de cet exercice. Il nous a donné la fonction g définie par grand g de x égale grand f de x moins grand f de 1 sur x pour x strictement positif. D'accord? Il nous demande de prouver que la fonction g est dérivable et que sa dérivée est nulle. Bon, vous voyez ici, ça c'est grand f. On sait très bien que la fonction qui a x, on lui associe grand f de x. On a déjà prouvé qu'elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, on n'a pas de problème avec cette fonction-là. La deuxième expression, c'est une composée de la fonction grand f et 1 sur x. D'accord? Donc, pour prouver ou justifier que la composée est dérivable, je vais refaire rapidement le schéma. Je sais que vous connaissez ça, mais c'est bien de se rappeler là. Donc on a x, on va lui appliquer la fonction 1 sur x, puis on va appliquer la fonction grand f pour obtenir grand f de 1 sur x. Si vous voulez, si j'appelle cette fonction là u, d'accord, ça c'est la fonction grand f,
D'accord? Pour montrer que grand F, grand U est dérivable sur un intervalle I, d'accord? Il faut montrer que U est dérivable sur I et que l'image de l'intervalle I par la fonction U est inclus dans l'ensemble sur lequel grand F est dérivable. D'accord? Donc c'est ce qu'on a ici. La fonction qui a x, on lui associe 1 sur x. Bien évidemment, celle-là, elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. D'accord? Ici, on a une coïncidence entre l'intervalle I et l'ensemble sur lequel grand F est aussi dérivable. D'accord? Puisque pour tout x strictement positif, on a 1 sur x et aussi appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire strictement positif. Par conséquent, je peux dire que la fonction qui a x, on lui associe grand F de 1 sur x, c'est la composée. Elle aussi, elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. La différence, ou bien la somme, ou bien le produit de deux fonctions dérivables sur un même intervalle et aussi dérivables sur le même intervalle. Par conséquent, la fonction g, qui n'est autre que grand F de x moins grand F de 1 sur x, elles sont toutes les deux dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc g est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, on va calculer g' de x. G' de x, c'est égal. Grand F de x, sa dérivée, c'est grand F' de x, moins grand F de 1 sur x. Donc, on commence par la fonction u, 1 sur x. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré, fois grand F' appliqué à 1 sur x. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est grand F' de x plus 1 sur x carré fois grand F' de 1 sur x. On sait très bien que grand F' n'est autre que petit f. Donc, c'est égal à log de x sur x au carré plus 1 sur x carré fois ln de 1 sur x divisé par 1 sur x au carré plus 1. Vous saviez tous que log de 1 sur x est égal à moins log de x. Et ici, on va faire le produit x carré, facteur de 1 sur x carré plus 1. Et on va avoir g' de x, c'est égal log de x divisé par x au carré plus 1, moins ln de x divisé par 1 plus x au carré. Ils ont toutes les deux égales. Par conséquent, g' de x vaut 0. Et étant donné que g' de x est nul sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord? Donc, on va arriver à la question petit p. Pour tout x strictement positif, on a g' de x est égal à 0. Donc, on peut dire que, là aussi, pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, car que g de x, c'est égal à une constante, étant donné que sa dérivée est nulle. Donc, g de x est une constante, c'est une constante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on peut dire que g de x égale g de n'importe quel réel dans l'intervalle 0 plus l'infini. Le plus simple des réels, lorsqu'on a une expression définie de cette manière-là, on cherche pour quelle valeur de x est-ce que x et 1 sur x sont égales. Par exemple, sur l'intervalle, bien sûr, 0 plus l'infini. Par exemple, g de 1. G de 1, c'est égal à grand F de 1 moins grand F de 1 sur 1. 1 sur 1, ça vaut 1. Donc, or, g de 1, c'est égal à grand F de 1 moins grand F de 1, qui vaut 0. D'accord? Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire de cette constante-là? G de 1, elle aussi, c'est égal à C, puisque 1 appartient à l'ouvert 1 plus l'infini. Donc, on peut conclure que C est égal à 0. Ça veut dire que pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini,
g de x, c'est égal à 0. Cela signifie quoi? Cela signifie que g de x, c'est égal à grand f de x moins grand f de 1 sur x. Cela signifie que grand f de x est égal à grand f de 1 sur x. Et ça, c'est vrai pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. Et maintenant, on va terminer avec la dernière question. D'accord? C'est de prouver que la limite en 0 plus de g de x n'est autre que L, petit l, qui est égale aussi à la limite en plus l'infini de g de x. Alors, donc, petit c, la limite lorsque x tend vers 0 plus de grand f de x, elle aussi c'est égal à la limite en 0 plus de grand f de 1 sur x, et ça c'est la limite de la fonction composée. Or, la limite en 0 plus de 1 sur x, c'est égal à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de grand f de x, c'est égal à L. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la limite en 0 plus de grand f de 1 sur x, c'est égal à L. Voilà, c'est la limite de la composée. D'où la limite en 0 plus grand f de 1 sur x, c'est elle aussi grand f de x, c'est égal à L. Et voilà ce qu'il nous a demandé. On peut même, bon, c'est une question bonus qui n'est pas demandée dans l'exercice, on peut même dresser le tableau de variation de grand F. D'accord? Étant donné qu'on a déterminé les limites en plus l'infini, en 0 plus de la fonction grand F, on a sa dérivée. Donc même si on n'a pas l'expression de grand F, d'accord? Mais on peut dresser son tableau de variation. Donc, je vais le faire rapidement. Ici, je vous laisse le temps de bien regarder la correction. D'accord? Donc, je reviens dès le début. Donc, la fonction grand F de x qui est égale à l'intégrale de 1 à x de petit f de t dt. D'accord? Pour x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, grand F, elle est, si vous voulez, continue. Forcément, elle est continue parce qu'elle est dérivable. Dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Grand f' de x, c'est égal à petit f de x qui est égal à ln de x sur x au carré plus 1. Donc le signe de grand f', c'est le signe de log de x, étant donné que x au carré plus 1 est strictement positif, ou comme d'habitude pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. On a aussi un troisième point, la limite en 0 plus de grand f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de grand f de x, c'est égal à L, L qui est un réel compris entre 1,5 et 1. Et donc on a tout ce qu'il faut pour dresser le tableau de variation de grand F. Donc, s'il nous donne une valeur approchée de L, on peut même construire ça. D'accord? Donc, grand F', x, grand F, 0 plus l'infini. D'accord? La limite est finie en 0, donc on peut dire qu'elle est continue, mais chose qui est très importante, elle n'est pas dérivable en 0. D'accord? Ça c'est 1. Log de x est négative entre 0 et 1, positif ici. D'accord? Donc la fonction grand f, elle est croissante, puis elle est croissante. Les limites, donc elle est, si vous voulez, donc, grand f de 1, c'est l'intégrale de 1 à 1, donc ça vaut 0. D'accord? Donc elle est prolongeable par continuité en 0 si vous voulez, d'accord? Puisque la limite en 0 plus est égale à L. D'accord? Donc je vais essayer de faire quelque chose, d'accord, qui ressemble un petit peu. D'accord? Donc on a dit que la limite elle est comprise entre
horizontale au point 1, 0, puisque la dérivée s'annule. Donc ça c'est 1 si vous voulez. Donc je ne sais pas exactement la valeur de L, mais disons, ça c'est la valeur de L. D'accord? La fonction, si on prend son prolongement par continuité en 0, on va dire l'image de 0 égale L. D'accord? Elle n'est pas dérivable en 0. Donc, c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc, je n'ai pas prouvé que le prolongement par continuité de grand F n'est pas dérivable en 0 et que ça admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, mais on peut tout simplement calculer la limite en 0 plus de sa dérivée qui vaut moins l'infini. D'accord? Donc ça, c'est pas inclus dans l'exercice, j'ai voulu juste vous donner une petite idée à quoi ça ressemble la courbe de grand F. Donc c'est juste un petit bonus. Voilà. Ça c'est la partie décroissante sur l'intervalle 0,1. Puis elle est croissante et elle tend vers ce qu'on appelle son asymptote horizontale qui vaut y égale L. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi cet exercice. J'espère que j'étais clair. Bon, j'attends vos remarques, vos suggestions, vos propositions, vos questions. Inch'Allah, نتعدى الأزمة هذه ونقابلكم نسكن في صحة جيدة. Je suis toujours joignable, vous posez vos questions. Là où vous avez besoin de moi, je suis toujours à votre service. D'accord? Allez, à la prochaine vidéo.